Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission L'Autre Direct. Alors, cette semaine, la BD est à l'honneur à Lyon pour les 10 ans du festival Lyon BD. Et personnellement, j'ai l'honneur d'accueillir une légende vivante de la BD, Jean-Yves Mitton. Bonjour. L'avantage des auteurs de BD, c'est que ça reste des auteurs extrêmement modestes, on ne connaît pas forcément les visages. Par contre, tout le monde connaît Vae-Victis, les Chroniques barbares, qui sont vos grandes séries en franco-belge. Vous êtes aussi l'auteur qui, pendant 20 ans, était l'unique auteur Marvel en France. Donc, pour les jeunes générations qui en sont passionnées aujourd'hui, Hulk, Spider-Man, le Surfeur d'argent, c'était vous dans les années 60, 70, 80 en France. C'est justement de ça que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Quand vous êtes arrivé en 1961, je crois, à Lyon, vous sortez des Beaux-Arts, vous vous lancez dans la bande dessinée. Comment ça s'est passé ? Il se trouvait qu'en 61, il y avait encore 4 éditeurs à Lyon qui marchaient très très bien, qui vendaient un peu les mêmes produits, c'est-à-dire du petit format 13-18 en noir et blanc, qui pour la plupart étaient importés d'Italie et d'Angleterre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, Lyon était une capitale, si ce n'est la capitale européenne de la bande dessinée, en tout cas du comics à l'européenne. Avant même que le comics, c'est-à-dire entre guillemets le super-héros, arrive en 67, en 1961, et a fortiori depuis la guerre, ces 4 éditeurs éditaient surtout des importations italiennes, noir et blanc. Le comics américain était connu seulement à travers Tarzan, quelques productions Zorro, les grands personnages du cinéma américain de l'époque. Le comics en tant que super-héros était bien moins connu. Il y avait déjà Captain America, créé pendant la guerre. Il y avait Superman, créé aussi pendant la guerre, à des fins de propagande. Mais l'avalanche Marvel n'est arrivée qu'en 67. Il s'est trouvé que moi j'étais aux éditions Lug, qui étaient 6 rue Émile Zola, à côté des Jacobins, et qui étaient importateurs de BD comme les autres, comme Impérial, les Remparts d'Aînés, les éditions Schott. Et d'un seul coup, les éditions Lug ont eu Lug de Luc Dunhomme, ont eu l'autorisation de Marvel de paraître en France. Si bien que sont arrivés à l'atelier où je travaillais tous les titres que vous connaissez aujourd'hui, la plupart des grands titres, Spider-Man, Silver Surfer, les 4 Fantastiques, etc. Et donc c'était édité à Lyon par les éditions Lug. Par les éditions Lug. Pour toute l'Europe. Exclusif. Et c'était les revues s'appelaient les Titans à l'époque. Voilà. Donc ça parlera peut-être. Strange, Nova. Il n'y avait pas encore DC Comics, il n'y avait pas encore Panini. Les grosses boîtes qu'on connaît aujourd'hui qui font du comics, ils étaient les seuls, vraiment exclusifs. Alors, et d'un seul coup, cette maison Lug a littéralement explosé au sens noble du terme. Les ventes ont été multipliées et les jeunes Français, les jeunes francophones ont découvert d'un seul coup le comics américain. C'est-à-dire le comics à suivre, l'histoire à suivre. Ce n'était pas des histoires complètes. Donc ça se tirait à l'époque autour de 200 000 exemplaires à travers toute l'Europe. La francophonie. Vous dire ce qui se passait en Europe, ils avaient l'exclusivité en langue française. Les ventes à l'étranger, je ne peux pas vous en parler. C'est Panini qui a repris la suite, et DC aussi. C'était des mensuels, et pour la première fois, les éditions Lug éditaient en couleur. Des couleurs qui étaient encore faites avec le système bindé, c'est-à-dire des tout petits points, des trames. Il n'y avait pas encore le numérique. Voilà, ça a explosé. Des revues comme Titan montaient jusqu'à 100, 120 000 par mois. Strange parfois atteignait 200 000. Ça a été fabuleux. Véritablement, une véritable révolution dans la BD francophone. Comment on travaillait la bande dessinée à l'époque ? Quelles étaient vos relations avec Marvel, qui était aux États-Unis à l'époque ? Il a d'abord fallu avoir... pour créer nos propres super-héros, inspirés par les super-héros américains, et il a fallu avoir l'autorisation des patrons de la Marvel, que j'avais visité d'ailleurs à New York, 8 Park Avenue. J'étais allé les voir, d'abord pour les saluer, et ensuite pour leur présenter mes propres productions. Mais pour être édité dans les mêmes titres qu'en France,
Titan, Strange, Nova et d'autres, Fantasque. Il fallait avoir l'autorisation des Américains parce que nos récits, nos séries étaient jumelés avec les leurs. Il ne fallait pas faire, entre guillemets, n'importe quoi. Il fait que les histoires restent cohérentes. Oui, que ce soit cohérent avec l'ensemble de la revue, du mensuel. Il fallait que ça... On ne pouvait pas raconter, par exemple, l'histoire de Christophe Colomb en même temps que l'histoire du surfeur d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? On ne pouvait pas faire de l'historique. Il fallait imiter les Américains. Je les ai si bien imités que je me suis fondu un petit peu dans leur style, en particulier celui de John Buscema, qui était le grand maître de l'époque, avec John Romita Senior. Et ça m'a permis d'entrer dans Mustang et ensuite dans Titan. J'ai pu raconter mes propres récits super-héroïques à la française, avec la permission de Stan Lee, qui était le directeur de publication des éditions Marvel. Vous avez fait notamment, là je le tiens dans mes mains, Chronos, un personnage, donc c'était en 6 épisodes à l'époque. Chronos qu'on va retrouver, je le dis pour les lecteurs de Lyon Capital, le mois prochain, puisque 30 ans après, vous avez accepté de refaire pour Lyon Capital et pour ses lecteurs une histoire de Chronos. Chronos, qui est un héros, un super-héros lyonnais. C'est un extraterrestre. Il vient pour se marier, je vais être court, il vient pour se marier sur Terre. Il a sa jeune fiancée, qui s'appelle Alia, et ils choisissent un peu au hasard sur notre planète un endroit tranquille, désert, très beau. C'est le confluent de la Saône et du Rhône. Voilà, il aurait pu atterrir ailleurs, mais comme j'ai beaucoup vécu à Lyon et j'adore Lyon, j'ai choisi le confluent. À l'époque, il y avait encore des langues glaciaires qui venaient de Suisse, il y avait encore les mammouths, il y avait les Cro-Magnons, et enfin c'était un peu la guerre du feu. Il vient là pour se marier avec tout son équipage, on célèbre le mariage, on leur offre une bague qui permet de voyager dans le temps. Une sorte de bague de chevalerie, comme s'il avait été adoubé chevalier de l'espace et du temps, avec sa jeune compagne. Et puis d'un seul coup, ils sont attaqués par nos ancêtres, les Cro-Magnons de la mulatière, hein. Pas les compagnons, hein, les Cro-Magnons de la mulatière. Ils sont attaqués, ils doivent s'enfuir, parce qu'ils ont un ordre, ils ont une éthique, ne pas tuer. Ils ne peuvent pas tuer les êtres qu'ils rencontrent sur les autres planètes. Alors ils s'enfuient dans le temps. Ils tournent chacun la bague, mais chacun d'un côté différent. Et ils vont se perdre sur le confluent pendant des siècles et des siècles et des siècles, jusqu'à se retrouver dans Lyon Capital. Exactement. J'ai eu la chance de voir déjà les crayonnés que vous avez pu faire, qui sont vraiment fantastiques. Et puis on attend la mise en couleur pour le prochain numéro. Jean-Yves Mitton, à l'époque, quand vous faites de la BD, quand vous commencez la bande dessinée, ce qui est très particulier, c'est la censure, qu'on n'imagine pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut parler d'autocensure avec les événements que nous connaissons. La censure était officielle, c'était une censure d'État qui avait été créée avant la guerre et qui s'est durcie évidemment pendant la guerre. Cette censure a duré à peu près jusque sous Giscard d'Estaing, dans les années 75-76. La commission de censure a été, pour ainsi dire, abolie. En tout cas, elle a été adoucie. C'est devenu une commission de surveillance. Et qu'est-ce qu'elle interdisait, la censure? Alors, aujourd'hui, ça nous ferait sourire. Tout ce qui pouvait évoquer la sensualité, les galbes, les courbes, les attitudes amoureuses, sans tomber dans l'érotisme ou la pornographie. Mais parfois, il fallait raboter une poitrine, raboter une fesse, il fallait faire attention. Vous avez mis un slip au surfeur d'argent, je crois. Il a fallu que les 2 premières couvertures de Fantasque, il a fallu que je rajoute, je me rappelle, c'est moi qui l'ai fait à l'atelier, qu'on lui rajoute un slip. Ce qui, d'un seul coup, lui a donné une sexualité qu'il ne possède pas. Puisque si vous connaissez bien le surfeur, j'en suis sûr, il est asexué. C'est même pas la statue d'un Apollon grec. Hein. Donc, le public a trouvé ça tellement ridicule et scandaleux, y compris le public américain, que finalement, on l'a fait revenir tel qu'il était à ses origines, net, impeccable, nu, sans être nu. Il fallait effacer tout ce qui pouvait ressembler à des cadavres, tout ce qui pouvait ressembler à de la violence, parce que souvent le super-héros offre des scènes assez violentes, le poing en avant, avec des grimaces. Il fallait effacer les grimaces, il fallait effacer le poing, le réduire. Donc
faire des fautes d'anatomie. Il fallait enlever, gommer les onomatopées. Bing, crack, bang, voilà. Ce qui est quand même la sono en matière de bande dessinée. Donc, d'un seul coup, ces BD devenaient un peu médiocres. Édulcoré. Édulcoré. Il leur fallait, il manquait le mouvement, la grimace, la violence, etc. Et ça, c'est jusqu'à Giscard, en fait. Voilà. Le comité de censure était à Paris. C'était le patron, le grand patron, c'était Alain Peyrefitte, le ministre de l'Intérieur. Et quand ces gens-là ont disparu sous Giscard, Giscard, beaucoup plus libéral, a libéré, on peut dire, la commission de censure qui est devenue comment dire, un peu une surveillance, un peu comme le CSA à la télévision. Voilà. La loi de juillet 49 est restée, publication destinée à la jeunesse, mais avec une certaine liberté. Ce qui a permis à des gens comme Pilote, Charlie Hebdo, Métal Hurlant d'apparaître. Il faut dire qu'entre-temps, il s'était passé mai 68. Je ne dirais pas au public ce qu'était mai 68, mais ça a quand même été une révolution dans la presse et dans tous les moyens d'expression. Et puis pour vous, parce que vos bandes dessinées, pour ceux qui les connaissent, sont quand même particulièrement sensuelles, donc ça a été aussi une libération dans vos dessins. Oui. Sans la sensualité, c'est comme si on racontait des histoires où on enlève l'humour. Il manque cette dimension, d'abord profondément humaine, et je dirais même animale, c'est celle qui nous attire les uns les autres, et l'humour, c'est celle qui nous donne un décalage, un recul par rapport à ce qu'on raconte. Attention, ce que je vais vous raconter, il faut en sourire. Ce n'est que de la bande dessinée. Un homme rencontre une femme, ou deux hommes ou deux femmes, peu importe, hein, aujourd'hui nous sommes libres, c'est la sensualité. C'est aussi un bon repas, c'est aussi vivre autour du monde qui est autour de soi et qui est sensuel, une belle forêt, l'océan, etc. C'est ce qui nous donne du sens, ce qui donne du sens à la vie, sensualité, qui souvent était absente des anciennes BD. Vous le remarquerez, les anciennes BD étaient très froides, très pédagogiques, très scolaires. Là, on s'est libéré, tant mieux. Alors pour finir cet entretien, vous parlez tout à l'heure d'autocensure. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne peut pas être dessiné par les auteurs de bande dessinée? Bon, je ne veux pas citer des noms ou des situations, je ne veux pas aborder la politique qui ferait l'objet d'un autre débat, je crois qu'on n'est pas là pour ça, mais il est vrai que la BD, comme tout moyen d'expression, subit des pressions extérieures, mais aussi des pressions intérieures. Et on se dit qu'il y a certaines choses qu'il vaut mieux ne pas aborder en ce moment. Je ne vous fais pas un dessin. On pourrait dire je ne vous fais pas un dessin, vous avez compris. Alors, où aller chercher l'adversaire, le méchant? On se sert toujours, évidemment, de l'extraterrestre. On se sert, dans le temps, c'était les communistes, les japonais, les nazis, les grandes puissances totalitaires. Aujourd'hui, ces puissances existent, mais on sait à quel point elles font pression sur nous et sur nos moyens d'expression. Alors, que faire? L'auteur de BD est toujours un homme seul, en fait. Ça oui, l'auteur, que ce soit au théâtre, au cinéma, en littérature, finalement l'auteur, à l'origine, est toujours seul. Il va émettre une idée, il va la mettre noir sur blanc, et surtout il va s'adresser à un public. Est-ce que ce public va l'accepter? Je ne parle même plus des politiques aujourd'hui. Hein. Chez nous, nous sommes en démocratie, tout est accepté. Mais est-ce que le public, lui, et certaines ligues, il y a des ligues aussi, vont l'accepter. J'ai eu 2 dessins qui ont été décrochés à Lyon, au Palais international. Il y avait une exposition d'originaux. On m'a fait décrocher 2 bandes dessinées de chroniques barbares. Bon, elle simulait l'acte. Elle simulait l'acte amoureux. C'était une simulation qui parfois est beaucoup plus évocatrice que la vraie pornographie. Oh, vous comprenez, cette exposition est faite pour tous les publics. Et il y a une ligue parentale qui est venue, je crois que c'était la Ligue des défenseurs de l'homme, peu importe, qui sont assez nombreuses dans la région et qui sont assez puissantes. On m'a fait décrocher 2 planches, c'est tout.
Comme quoi, la censure, ça reste une histoire Alors, présente. autocensure, bien sûr. À quel public je vais m'adresser? Si c'est aux ados, aux enfants, aux plus grands. Bon, j'ai tendance à m'adresser surtout aux plus grands. Il est beaucoup plus difficile de travailler pour les enfants, parce que quand on travaille pour les enfants, on travaille pour les parents. Il faut plaire aux deux. Pour les profs, pour les instituteurs, pour l'enseignement, pour les pédagogues. C'est eux qui achètent à ce moment-là. C'est les médiathèques scolaires, c'est les bibliothèques municipales. Là, c'est le grand public. Quand je m'adresse à un public averti, aux adultes, je m'en fiche complètement. Nous sommes libres d'acheter, de ne pas acheter, d'ouvrir, de ne pas ouvrir un livre. C'est la liberté. Certaines de votre BD, du coup, se retrouvent assez haut dans les rayons. Elles se retrouvent assez haut, donc c'est les plus grands qui accèdent. Jean-Yves Mitton, je vous remercie beaucoup d'être venu dans nos locaux aujourd'hui. C'est moi. Et je vous invite tous à aller au Festival Lyon BD ce week-end, qui fête sa 10e édition, avec une sacrée programmation. Et bonne lecture. Merci. Merci.